Bienvenue dans le 4e chapitre de ce MOOC Management de projet qui prépare la certification PMP. Ce chapitre porte sur la gestion du périmètre qui s'appelait dans les éditions précédentes gestion du contenu ou scope management. Les objectifs du chapitre consistent à identifier la différence entre contenu du projet et contenu du produit et également expliquer les différents processus de gestion du périmètre de projet. Nous avons, comme vous le remarquez ici, plus de processus dans la phase de planification, uniquement 2 processus dans la phase de maîtrise, et nous n'avons pas de processus ni dans l'initialisation, ni dans l'exécution, ni dans la clôture. Le premier processus de planification consiste à planifier la gestion du périmètre et du contenu. Le deuxième, recueillir les exigences, définir le périmètre et créer le WBS. Dans la phase de maîtrise, valider le périmètre et maîtriser le périmètre du contenu et le contenu. Le management de contenu ou le management de périmètre consiste à assurer que tout le travail requis par le projet et seulement le travail requis est effectué pour mener à bien le projet. Je souligne ici que quand on dit gérer le périmètre du projet ou gérer le contenu du projet, cela ne consiste pas qu'à faire les travaux requis, mais également s'assurer que l'équipe ou les différents intervenants ne vont pas aller au-delà du travail requis. Et donc s'assurer que seulement le travail requis sera effectué. Quand on parle de contenu, on parle de 2 contenus. On parle de contenu du produit et de contenu du projet, ou plus exactement le périmètre du projet. Le contenu du produit, il consiste à décrire les caractéristiques et les fonctions du résultat du projet, qui pourrait être un produit ou un service. Le périmètre du projet, c'est le travail qui doit être accompli pour livrer le résultat. Et donc là, la différence est entre les caractéristiques et l'action ou le travail qui doit être réalisé dans le projet. Dans la description des processus, nous allons voir la description du premier processus de planification qui consiste à planifier la gestion du périmètre et du contenu. Ce processus-là est un processus méthodologique qui décrit ou documente la façon comment le périmètre du projet et le contenu sera défini, validé et maîtrisé. Les inputs sont la gestion, le plan de gestion de projet, la charte du projet et les 2 indispensables facteurs environnementaux et actifs organisationnels. Quant aux outils et techniques, c'est le jugement d'expert, les réunions et l'analyse des données. Ce qu'on doit avoir à la fin, c'est 2 documents. Un plan pour gérer le périmètre et un plan pour gérer les exigences. Donc on fait la différence entre périmètre de contenu et les exigences qui sont des exigences qui proviennent des différentes parties prenantes. Pour bien comprendre ce que c'est qu'une exigence, on va le voir dans le processus recueillir des exigences qui est aussi un processus de planification. Ce processus-là consiste à déterminer, documenter et gérer les besoins, les exigences des parties prenantes. Donc on souligne qu'on ne parle pas que des exigences du client, mais de toutes les parties prenantes, dans le but d'atteindre les objectifs du projet. On parle de 6 différents types d'exigences. Les exigences business, qui reviennent vers la question initiale qui est pourquoi le projet a été entrepris, les exigences ou les attentes des différentes parties prenantes, quels sont les besoins des parties prenantes dans ce projet, et bien évidemment qui ne sont pas toujours orientés vers le livrable ou le résultat final, donc qui pourraient être orientés vers d'autres dimensions. Les exigences de la solution qui, elle est focalisée sur les caractéristiques du produit. C'est souvent des exigences qui sont formulées de manière technique. Et les exigences de transition qui permettent d'assurer le transfert du résultat vers le client, qui peuvent être par exemple la formation des utilisateurs ou l'accompagnement ou toute autre action qui permet d'assurer le succès de la transition qui nous permet de passer d'une situation avant projet vers une situation après projet. On a également des exigences de projet, qui sont les attentes des différentes parties prenantes quant à la manière dont le projet doit être géré. Comment vous allez communiquer avec les parties prenantes? Est-ce qu'il y a des rapports à envoyer? Est-ce qu'il y a des réunions à tenir? Donc ce sont des exigences aussi
à documenter, mais ce sont des exigences qui ne sont pas orientées produits, mais qui sont orientées projet. Et à la fin, les exigences qualité. Attention à ne pas mélanger les exigences qualité avec des exigences de la solution. Les exigences de la solution décrivent le scope, donc uniquement des caractéristiques du produit ou du livrable. Par contre, les exigences qualité décrivent les critères nécessaires à la validation de l'achèvement réussi des livrables. Les inputs de ce projet sont le plan de gestion du périmètre, le plan de gestion des exigences, le plan de gestion des parties prenantes, la charte du projet, le document business, les facteurs environnementaux, les actifs organisationnels et les accords. Remarquez ici que nous avons énormément d'inputs à mobiliser pour pouvoir ressortir l'ensemble des exigences. Ce qui veut dire que la quête des exigences qui devrait être menée à bien par le chef de projet est un travail qui est de longue haleine, qui est un travail qui nécessite beaucoup d'efforts et qui nécessite une investigation, une mobilisation d'un ensemble de documents. Pour le faire, également, nous nous retrouvons avec un nombre très important de techniques et d'outils à mobiliser, à maîtriser par le chef de projet. Que ce soit des entretiens, des focus group, des ateliers dirigés, des techniques de créativité collective, comme le brainstorming par exemple, des techniques de prise de décision collective. On parle ici de différentes techniques de prise de décision. On peut exiger l'unanimité, la majorité ou autres techniques. En tout cas, il va falloir se documenter sur ces techniques parce que parfois, à l'examen de certification, on revient sur les techniques de décision collective et on doit s'assurer que le chef de projet maîtrise l'ensemble de ces techniques. Mais également, nous avons des choses un peu plus classiques comme le questionnaire, les enquêtes, les observations sur le terrain, faire un prototype et à partir du prototype, on développera d'autres exigences en le présentant aux différentes parties prenantes, faire du benchmarking pour recueillir ce qui se fait déjà chez la concurrence, faire des schémas contextuels pour positionner le livrable dans son contexte et voir quelles sont les interactions qu'il pourrait avoir avec les différentes composantes de son contexte, analyser les documents. Toutes ces techniques, tous ces outils sont extrêmement nécessaires et utiles pour pouvoir collecter un maximum d'exigences. Et quand on collecte un maximum d'exigences, on a plus de chances d'être exhaustif dans la réalisation de notre livrable. Ce qu'on doit obtenir à la fin, c'est deux outputs. La documentation des exigences et un document complémentaire qui s'appelle la matrice de traçabilité des exigences, qui est une matrice tout simplement, qui relie l'ensemble des exigences qui ont été exprimées par les différentes parties prenantes avec les objectifs qui ont été exprimés au niveau de la charte de projet et ça nous permet de vérifier bien évidemment la correspondance de chaque exigence avec les objectifs du projet. On passe maintenant au processus définir le périmètre, qui est toujours un processus de planification dans ce domaine de connaissances. En quoi consiste définir le périmètre? C'est un processus qui permet d'élaborer une description détaillée du projet et du produit. Donc faites attention avec le terme périmètre. Dans les précédentes éditions, ça s'appelait élaborer le contenu. Et donc le terme était un peu plus général que définir le périmètre, qui est un terme beaucoup plus spécifique on va dire à la bordure qui sépare le contenu du projet de ce qui n'est pas le contenu du projet. Mais vous pouvez également le comprendre comme c'était dans son appellation initiale ou précédente, élaborer le contenu. Donc c'est une description détaillée du projet et du produit. Et quand on dit du projet, c'est tout le travail qu'il faut accomplir, et du produit, c'est toutes les fonctionnalités et les caractéristiques qu'il va falloir réaliser dans le livrable. Pour cela, on se base sur 5 inputs qui sont le plan de management de projet, la charte du projet, la documentation des exigences qui est l'input fondamental ici, et puis toujours les facteurs organisationnels, les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels. Quant aux outils techniques, nous avons seulement 5 outils techniques: jugement d'expert, analyse des alternatives, prise de décision, soft skills et les ateliers dirigés. Ce qu'on doit obtenir à la fin, c'est un document très important qui s'appelle l'énoncé du périmètre du projet. Et également, éventuellement, des mises à jour des documents du projet, si par exemple on doit remettre à jour le contrat initial entre le prestataire et le sponsor du projet. Nous passons maintenant, une fois on a élaboré le contenu,
et définit le périmètre à une façon de le présenter de manière graphique. Et pour cela, on va se baser sur le processus créé, le WBS, ou en français, on appelle ça la SDP, la structure de découpage de projet. WBS signifie en anglais Work Breakdown Structure. Ce processus-là permet de subdiviser les livrables et le travail du projet en composants plus petits et plus faciles à maîtriser. Regardons par exemple cette image. Si ce que vous avez là, il regroupe l'ensemble des exigences, des caractéristiques du produit que vous allez devoir sortir à la fin du projet. Donc on y trouve des pneus, des amortisseurs, des triangles, des sièges, tout ce que vous voulez qu'on retrouve dans un véhicule. Et le projet consiste à produire le prototype de cette voiture-là. Eh bien, exprimer le contenu de cette manière pourrait être extrêmement complexe. Mais si vous le représentez sous forme d'un organigramme qui réorganise l'ensemble de ces livrables en prenant des sous-ensembles de projets et en les subdivisant en sous-livrables, cela pourrait être beaucoup plus simple pour établir une communication efficace et avec l'équipe de projet et avec les autres parties prenantes externes qui n'ont pas besoin de documents trop techniques ou trop détaillés. Donc, il est essentiel de redessiner ce contenu-là sous forme d'un organigramme dans lequel on trouve les principaux sous-ensembles du projet et puis en bas, on retrouve les livrables et les sous-livrables jusqu'à, on va dire, le livrable le plus indivisible dans un projet. Pour le faire, nous allons nous baser sur 5 inputs, plan de management de projet, énoncé du périmètre, documentation des exigences. Donc, ce sont des choses que nous avons produites dans les processus précédents et les 2 indispensables, facteurs environnementaux et actifs organisationnels. Maintenant, pour réaliser cet organigramme-là, bien évidemment, il faut reposer sur une expérience, donc on fait appel à un jugement d'expert, mais il va falloir qu'on ait une capacité de décomposer, qu'on sache décomposer. Et parfois, le chef de projet qui ne maîtrise pas, bien évidemment, l'ensemble des dimensions techniques d'un projet, doit s'appuyer sur les experts pour dire comment je décompose un projet en sous-ensemble, et chaque sous-ensemble en livrable, et chaque livrable en petit livrable, jusqu'à arriver au livrable le plus petit, le plus indivisible. À la fin, nous devons obtenir 2 outputs. La référence de base du périmètre, qui est une référence de base importante, parmi les 3 références de base essentielles dans un projet, et éventuellement une mise à jour des documents du projet. Une fois que nous avons fini avec ces processus-là, on peut dire qu'on a fini la planification du périmètre. Nous allons maintenant passer au processus de surveillance et de maîtrise du périmètre. Premier processus dans ce domaine-là, dans ce groupe de processus, c'est valider le périmètre. Valider le périmètre, comme beaucoup de gens le comprennent, pensent qu'il s'agit de valider le périmètre sur feuille avant de passer à son exécution, à sa réalisation. C'est faux. Valider le périmètre, c'est une formalisation de l'acceptation des livrables terminés du projet. Ça veut dire que quand je termine un livrable, je pars voir les parties prenantes et je valide avec ces parties prenantes le livrable pour que j'obtienne une acceptation formelle. Je n'attends pas de finir l'ensemble du projet pour dire à mon client, voilà ce que j'ai réalisé, et je me retrouve avec des surprises qui demandent un travail en amont assez important. Il faut faire valider les livrables tout au long du projet. Cela repose sur 5 inputs, plan de management de projet, la documentation des exigences et la matrice de traçabilité, et surtout les livrables acceptés. C'est-à-dire qu'on a fait un PV de réception ou d'acceptation formelle du livrable par le client. Et à la fin, les données de performance d'exécution. La technique principale qu'on utilise dans ce processus-là, c'est la technique d'inspection. J'inspecte les livrables pour voir est-ce qu'ils sont conformes par rapport aux exigences, par rapport à ce qui a été documenté dans l'énoncé du périmètre. Et aussi mobiliser des techniques de prise de décision. Quand on trouve qu'il y a des écarts, il va falloir prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande des changements? Est-ce qu'on reprend des travaux ou autre? À la fin, les outputs seraient les livrables acceptés, les demandes de modification s'il n'y a pas eu d'acceptation, les informations sur la performance qu'on
s'il y a eu des non-acceptations qui ont engendré des modifications coûteuses, et donc c'est des problèmes de performance de l'équipe d'exécution ou du management de projet, et à la fin, la mise à jour des différents documents du projet. Dernier processus consiste à maîtriser le contenu. Processus très important parce que beaucoup de projets tombent dans un phénomène qui est la dérive du contenu, c'est-à-dire qu'on fait du contenu qui n'a pas été demandé et on dérive complètement par rapport aux objectifs initiaux du projet. Donc, ce processus est très important pour maîtriser le projet. Il consiste à surveiller l'état du périmètre du projet en permanence et du contenu du projet et à gérer les changements affectant la référence de base du périmètre. Chaque fois qu'il y a eu des changements qui risquent d'affecter la référence de base du périmètre, toutes ces demandes de changement devraient être maîtrisées convenablement selon les exigences de ce processus. Donc pour cela, on repose sur les inputs, plan de management de projet, documents du projet, données de performance et actifs organisationnels. La principale technique et l'unique technique, ce serait l'analyse des écarts. Et finalement, les informations, les outputs, c'est les informations sur la performance d'exécution, des demandes de changement, les mises à jour et du plan de management de projet et des documents de projet. Ce qu'il faut retenir également à la fin de ce chapitre, c'est que pour l'ensemble des chapitres qui concernent les différents processus, nous rappelons que le PMI propose un framework. Et donc, ce que un framework, par définition, c'est un cadre dans lequel le chef de projet peut prendre un certain nombre d'outils, peut prendre un certain nombre de concepts, et il doit l'adapter à son contexte, il doit l'adapter aux spécificités de son projet. Donc à retenir, quand vous voyez le nombre de processus qui peut paraître énorme, le nombre d'inputs et d'outputs qui peut paraître également assez important et difficile à retenir, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout prendre et de tout appliquer dans votre projet. C'est un framework, prenez ce qui serait le mieux adapté pour le contexte dans lequel vous exécutez votre projet. Nous arrivons au terme de ce chapitre. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. À bientôt.